Bonjour, Messieurs Bouchnac et Messieurs Méreptine. Bonjour tout le monde. Bonjour Madame Joanne, bonjour tout le monde. Ça fait très plaisir de vous accueillir à ce webinaire. Bienvenue à tous les participants. Vous avez accès à ouvrir votre micro et vers la fin, lorsqu'on ouvrira la discussion, bien, on ouvrira aussi les caméras, ce qui permettra à chacun et peut-être même de prendre une photo de famille. Comme le nombre de participants est un peu moins grand que les inscriptions, on peut se permettre de travailler de cette façon-là. Donc, le sujet du jour, choisir et implanter un SIGRH pour accompagner la stratégie de l'organisation. Un sujet passionnant et qui me tient particulièrement à cœur pour plusieurs raisons. Et je vais en donner une d'entrée de jeu. Pendant longtemps et plusieurs années, on a reproché aux professionnels ressources humaines, dont je fais partie, d'être déconnectés de la technologie. Et j'ai toujours eu en tête que ce n'était pas possible d'être déconnecté de la technologie parce qu'on faisait des relations humaines ou parce qu'on s'occupait du capital humain. Au contraire, la technologie doit nous servir à améliorer le management et à améliorer les résultats des entreprises, des organisations. Donc, il y a beaucoup de questions et puis les gestionnaires ou les chefs d'entreprise qui font partie de nos clients avaient toujours comme préoccupation bien l'information, la gestion de l'information. Hein? Comme on vous a dit, avoir en temps réel l'information sur les ressources humaines, des tableaux de bord qui vont aider la prise de décision, etc., etc. Deux objectifs ce matin. Je vais aussi me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas ou autres, malgré que la majorité des participants actuels. Mon nom est Joanne Saint-Onge, je suis présidente du cabinet conseil RHRE et j'ai eu le bonheur de travailler avec M. Méreptine et M. Bouchnac dans le cadre du projet d'implantation du HR Access. Et on a aussi M. Wael Kabouche qui va prendre la parole tout à l'heure, qui fait partie des acteurs principaux de ce projet-là. Donc, deux objectifs qu'on veut partager avec les gens qui sont avec nous ce matin. Quelques éléments clés pour bien choisir l'outil. Hein, ça peut faire partie de la transformation. Et puis, bien sûr, partager les trucs et astuces de l'expérience RedMed. Qui est RedMed Group? C'est un grand groupe qui a plus de 11 sociétés et qui a établi des partenariats internationaux avec 7 autres sociétés, dont le siège social était à Sim Saoud en Algérie. Il regroupe environ, et M. Méreptine vous le dira, autour de 1800 salariés sur la fiche de paye, ce qui est pas mal quand même. Hein? On peut dire bzef, hein? Ils offrent aussi des services dans le secteur de l'hébergement, de la restauration aux clients dans le Sud, de la formation pour les métiers pétroliers, du transport aérien, que ce soit d'urgence ou que ce soit pour le personnel, et aussi de la formation au niveau de ce qui est l'aéronautique, la logistique, des services de santé, de construction. Donc, ils sont assez diversifiés dans leurs services. Et puis, vous allez voir au fur et à mesure de la présentation les compétences locales. Ah, je vois que M. Rinissi, Bilal, bonjour Bilal, bienvenue au webinaire. Ton micro est ouvert, tu pourras à l'occasion peut-être commenter ou encore on va t'interpeller pour nous donner… Client, dans ce cas-là, la recette client. Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien là. Et Bonjour tout le monde, vous allez bien? Oui, et je ne sais pas si c'est Marouane qu'on entend, mais j'entendais la recette client. Ça résonne dans mes oreilles avec le projet. Non, c'est pas Marlène. D'ailleurs, Marlène n'est plus avec nous. Hein. Ah, d'accord. Ben, on y reviendra tout à l'heure par rapport à l'équipe. Je vais présenter nos invités que tu connais très bien de RedMed. Donc, M. Sofiane Méreptine,
qui cumule plus de 20 années dans le domaine conseil ressources humaines. Il est passé de chef du personnel à occuper différents postes à titre de directeur des ressources humaines, dont 10 années chez ArcelorMittal, société très connue en Algérie, Sodexo, et il est arrivé chez RedMed depuis 2018. Donc, il fait partie des nouveaux dans l'équipe qui a pris le projet en cours de route. Et il détient un diplôme en sociologie. Bienvenue, Sofiane. Merci, Joanne. Monsieur Bouchnac, il a l'air tout jeune comme ça, mais il cumule une bonne feuille de route, là. Au moins 15 années d'expérience, plus un diplôme d'ingénieur d'État en informatique et spécialisé en intelligence artificielle de l'Université de Mohamed Boudiaf d'Oran. Il a été d'abord fournisseur d'accès Internet, il a travaillé pour une multinationale espagnole et puis, comme beaucoup d'entre nous, RedMed a attiré Sofiane dans son cercle et puis il est avec RedMed depuis 12 ans et il occupe aujourd'hui le poste et la fonction de directeur des services informatiques. Bienvenue, Sofiane. Merci, bonjour à tous. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a aussi présent sur le forum actuellement. Ah, bonjour, Madame Bouadbache. Aussi, il y a Auria qui est directrice chez RedMed. Vous m'entendez? Oui, très bien. On a ouvert les micros pour les participants. Et je suis à introduire le sujet là. Bienvenue, Auria. Merci. Donc, comme on dit, on a salué tout à l'heure Bilal qui fait partie de Sopra HR Tunisie et il y a probablement d'autres qui vont se joindre à nous. Quelques consignes rapides. Comme on n'est pas beaucoup, j'ai permis l'ouverture des micros. On vous demande peut-être de garder les micros fermés lors de la présentation. Vous pouvez à tout moment chatter, lancer vos questions, ce qui nous permettra de nous arrêter et de vous donner la parole à ce moment-là. Et vers 45 à peu près, on pourra ouvrir les caméras aussi, ce qui donnera un visuel. Et on aime bien à la fin peut-être prendre une photo de famille. Il y a aussi le Q&A et on va vous interpeller avec des petits sondages éclairs. Je pense que ça fait le tour et qu'on peut tout de suite commencer. Donc, une première citation de M. Greenspan qui nous dit « La technologie de l'information a changé la façon dont les gens créent de la valeur économique. » C'est sûr, c'est un Américain, économiste de base. Donc, quand on parle de l'information, on parle d'améliorer les résultats et on parle d'avoir aussi des retombées financières pour l'entreprise en question, l'organisation en question. Ce n'est pas juste pour dire on va avoir des rapports, mais il faut que ça se traduise de façon tangible. Je te laisse défiler. Donc, au programme, l'importance de disposer de l'information fiable et en temps réel, c'est une des premières préoccupations qui incite les décideurs à aller vers un outil plus performant. La démarche d'implantation chez RedMed Group, les retombées positives et les difficultés rencontrées. Comme tout projet d'informatisation, il y en a quelques-unes. L'important, c'est de trouver les solutions et de rester solidaire. Puis, M. Mereptine va nous parler des trucs et astuces pour réussir le projet. Première question, je vais vous lancer un mini-sondage. Quand on parle pour quelles raisons, qu'est-ce qui peut motiver une organisation, qu'est-ce qui peut motiver des décideurs à investir dans un système RH-Paye? Il y a beaucoup de questions. Ça va être quoi les étapes du projet? Ça va être quoi les retombées? Comment on peut assurer le succès? Mais on va vous lancer un sondage, un premier sondage qui est: êtes-vous actuellement en mode réflexion sur l'acquisition d'un nouveau système ou en cours d'implantation d'un système RH?
Donc, vous pouvez répondre au fur et à mesure. Et vous pouvez aussi prendre on a autre, c'est sûr, quand on est accompagnateur des solutions ou autre. Donc, il y a 5 personnes qui nous disent « autre », ça veut dire qu'ils ne sont pas en cours ou autre. Et on verra avec les gens de RedMed, actuellement, on est en implantation, mais en évolution aussi. Hein? Il y a encore quelques étapes à continuer. Puis, il y a peut-être une personne qui est en mode de réflexion pour acquérir un nouveau système ou parfois changer. Donc, vous voyez un petit peu les résultats et la majorité de l'auditoire se trouve dans une position autre. On peut poursuivre. L'importance de disposer d'une information fiable et en temps réel. On va regarder quelques statistiques et des arguments aussi. Les arguments, c'est bon. Les premières motivations des décideurs sont souvent de contrôler les coûts reliés à la main-d'œuvre parce qu'on sait que sur un budget global, ça prend pas mal d'espace. Diminuer les tâches administratives, les délais de production, décentraliser la gestion des ressources humaines et accéder facilement à l'information. On ne parle pas d'avoir l'information entre le lundi et vendredi ou le dimanche et le jeudi, mais on veut avoir accès à cette information-là à toute heure du jour et à n'importe quel moment. Il y a un sondage statistique très important que j'ai découvert en faisant la préparation avec mes collègues de RedMed, qui est les statistiques de Sierra Cedar qui font un rapport sur toutes les entreprises et les outils RH Pay dont ils disposent depuis plus qu'une vingtaine d'années. Il vous est très accessible et il est gratuit pour ceux qui veulent faire les recherches. C'est un document quand même costaud de plus d'une centaine de pages. J'ai extrait un élément important à tenir compte de ce sondage-là qui est auprès de différents pays et des entreprises performantes. Ils ont constaté, ils ont établi une corrélation entre 4 facteurs et entre le fait que les entreprises augmentaient de 15% leurs résultats d'année en année. Bien sûr, ces résultats-là, et je fais une petite parenthèse, ont été produits avant la période COVID. On va en parler à la fin, comme quoi la période COVID a quand même un impact important là, sur les résultats des entreprises. Mais ce qu'ils ont constaté, c'est que toutes les entreprises qui avaient une stratégie, qui avaient une intégration des technologies, qui avaient aussi développé à l'interne, au niveau des ressources humaines, la culture du changement et bien sûr qui accordait une valeur à tout ce qui était ressources humaines, développement du capital humain. Ces 4 facteurs-là font en sorte que les entreprises, au fil des ans, se retrouvent avec une amélioration de 15% de leurs résultats. Ce qui est pas, qui à mon avis, est un élément important à retenir. Donc, rapidement, pour bien démarrer le projet, et je vais laisser la parole à M. Bouchnac pour aller vous présenter tout de suite les étapes de leur projet. Prendre le temps d'analyser les besoins en équipe multidisciplinaire. Quand on parle multidisciplinaire, RH, IT, manager, utilisateur, fournisseur, intégrateur. Là. Donc, toutes ces personnes-là doivent faire partie de l'analyse des besoins. Envisager l'implantation de libre-service. Souvent, les clients disent « Oui, mais Mme Saint-Onge, nous, on n'est pas rendu à cette étape-là de libre-service. » Et ce à quoi je réponds, il n'est pas nécessaire d'être rendu à cette étape-là, mais un projet d'amélioration ou d'intégration des technologies dans le management, ça demande une vision et ça demande une cible à atteindre aussi. Et la notion de libre-service, aujourd'hui, en 2020, ne se débat plus, elle devient une nécessité pour l'évolution du capital humain à l'intérieur des organisations. Démontrer la valeur ajoutée du système,
présenter la démarche, impliquer la direction, hein, on va voir, et peut-être on interpellera Mme Boisbache aussi, et préparer et gérer le changement. Il y a M. Sally qui nous dit que le libre-service est un incontournable. Tout à fait. Donc, à toi, Sofiane, la parole. Bonjour à tous. Donc, nous, le but, je poursuis la première démarche, c'était de présenter notre expérience et les étapes pour l'implémentation de cette solution. On va l'écrire étape par étape. S'il y a des questions, on est là pour y répondre en temps réel. Donc, il fallait un élément déclencheur par rapport à ce projet où il y avait un besoin du management pour toute la partie organisation RH, gestion des talents. C'est tout le SIGRH qui devait être implémenté et une partie analytique qui était importante pour une remontée d'informations fiable. Nous avons commencé par une constitution d'une équipe projet avec bien sûr une directrice de projet et un chef de projet. Je dirais plus deux chefs de projet parce qu'il y a le chef de projet côté intégrateur et le chef de projet côté client pour constituer. Mais initialement, avant d'arriver à l'intégrateur, il fallait une équipe interne ou bien une équipe mixte entre bureau d'études, de conseil et bureau d'audit par la suite. Donc, la nécessité initiale, c'était d'avoir des admins fonctionnels et c'est une chose qui est très, très importante par rapport à l'intégration des systèmes d'information et l'évolution sur un long terme de ce système-là. Donc, on a fait l'expérience et aujourd'hui, on est en cours d'évolution du système qu'on a intégré chez le groupe. Avant de commencer, à partir de ce recrutement, on a lancé un diagnostic interne avec le métier sur la partie métier RH et la partie technique par rapport à l'infrastructure afin qu'on puisse héberger, définir les besoins et établir un cahier d'échange où on voulait on voulait déjà cibler les solutions à retenir et à héberger sur l'infrastructure actuelle. Donc, nous avons établi un cahier des charges où on peut dire que le cahier des charges ne contenait pas tout le détail nécessaire pour réaliser un projet, mais c'est les grands paramètres qu'on voulait mettre sur ce système-là. À partir de ce point-là, on a lancé un appel d'offres international où on a ciblé les grands éditeurs des solutions RH à y participer. Donc, nous avons eu des éditeurs algériens et aussi étrangers qui ont participé à cet appel d'offres. Donc, on a fait une première recherche. On a invité une grande partie. Il y en a ceux qui ont désisté parce qu'ils n'avaient pas de présence en Algérie. On a fait une première présélection et puis la question s'est posée, est-ce qu'on va partir sur un cloud ou sur un hébergement local chez l'entreprise pour exploiter cette solution en termes d'infrastructure et en termes de solutions aussi. Donc, il y a des solutions comme Workday ou autres qui n'étaient pas présentes en Algérie, mais qui étaient sur le cloud. Et comme il y a la réglementation de protéger les données personnelles, donc on était obligé et la décision stratégique du management, donc on était obligé de mettre une solution on-premise propre à l'entreprise pour l'exploitation. Donc, on a demandé à ces éditeurs-là de nous faire une démo avec l'équipe projet, donc en présence de l'équipe projet et les métiers, pour avoir une idée sur la solution et sur l'exploitation du système qui allait venir par la suite.
Je m'excuse, Sofiane. Juste un petit rappel, là, tu parles de ton jargon technique. Là, reviens sur ton autre diapo, là. Oui. La diapo suivante. Celle d'avant? Oui, juste pour le bénéfice des personnes qui sont avec nous. Non, la suivante qui, lorsque tu parles entre le choix, le on-premise Bien sûr. et sur le cloud, juste ouvrir un petit peu la parenthèse, qu'est-ce que tu entends par on-premise et sur le cloud et quel a été le choix de RedMed là-dessus? Le choix de Redmond, on est parti sur une solution on-premise, donc héberger cette solution et l'intégrer sur sa propre infrastructure pour la protection des données personnelles. D'accord. On ne pouvait pas exposer les données de nos employés sur le cloud parce qu'il n'y avait pas encore d'éditeur présent en Algérie ou un représentant aussi présent en Algérie. OK. Merci. De rien. Donc là, nous avons aussi sélectionné un comité de direction pour un appui. Pardon? Non, j'ai juste fermé peut-être des micros qui ont été oubliés. Très bien. Donc nous avons mis en place un comité de direction pour nous appuyer sur les changements et pour faire aussi, on va dire, un appui pour l'équipe projet par rapport à la résistance et par rapport à d'autres points qui vont venir, qu'on va présenter aussi. Donc l'appui du management, il est très important. À partir de là, on a mis en place un planning projet avec le comité de direction, l'équipe projet, incluant l'intégrateur qui a été sélectionné, bien sûr, avant la sélection de l'intégrateur final. Il y a eu plusieurs critères de sélection, techniques et financiers. Et par la suite, on a conclu un contrat avec le dernier sélectionné. Et on a réalisé un planning objectif pour qu'il puisse répondre aux besoins du management. Donc, ça a été vraiment un challenge et ça a été vraiment serré en termes de temps, je dirais. Il y a Bilal qui pourra confirmer aussi. Effectivement, donc, je confirme. Donc, il confirme déjà, là. Donc, voilà. C'était un grand challenge, oui. Exact. En partie, avec les intégrateurs, on recommande de mettre en place une matrice de responsabilité qui définira toutes les tâches du projet afin de ne pas, on va dire, dépasser les périmètres et avoir un avancement efficace. Donc, comme tout le monde connaît les étapes du projet, on les a mentionnées juste pour rappel. C'est ce qui a été convenu avec les intégrateurs. La partie conception, développement, formation, donc on a inclus formation technique et fonctionnelle. Par la suite, il y a la phase de test qui s'appelle recette et une mise en production par rapport, bien sûr, avec tout le respect des délais et du planning qui a été mis en place. Après ça, dans le contrat, c'est clair qu'il y a le support qui est inclus et l'acquisition. Mais nous, on a rajouté la tierce maintenance applicative par rapport à l'évolution et pour sécuriser aussi l'application en cas de besoin. Mais tout ce qui est bug applicatif, il est directement solutionné par l'équipe support. Par contre, tout besoin spécifique qui n'a pas été mentionné dans la partie conception, parce que c'est très important, il faut dans la conception mentionner tous les besoins de l'entreprise et à partir des ateliers et des réunions qui sont mises en place, soit avec le comité de direction, soit avec les métiers ou autres. La phase développement, je dirais que c'est une partie intégrateur.
formation technique, fonctionnelle, elle doit être préparée à l'avance afin de répondre à la partie recette qui est très importante aussi pour une mise en production avec des cahiers des tests, avec des scénarios de tests, afin d'être efficace pendant la production. Donc la tierce maintenance applicative vous permettra de protéger l'évolution de votre application avec l'admin fonctionnel qui est très important aussi. Donc, je pense que je passerai la parole à mon collègue pour… Juste avant, Sofiane, juste avant de passer la parole à M. Merettine, il y a une chose peut-être que tu peux… tout ce que tu viens de nous décrire, le parcours, la feuille de route, les étapes, se sont passées de quand à quand? C'est sur un continuum d'une année, 2 ans ou plus? Je dirais une année et demie. Je dirais une année et demie. Donc, il y avait une année presque une année de diagnostic et de préparation. Et puis, toutes les étapes projet, on a réalisé en 7 mois. Donc, de juin, de mai, on va dire de mai jusqu'à décembre. OK. Ça, mise en production en janvier 2018. 2018. Donc, on peut dire que l'application que vous avez choisie, qui est HR Access, elle a comme plus que 2 ans là, de roulement. Votre base de données, là, elle est vraiment éprouvée, là. On est en train de rouler dans la 3e année, oui. OK. Est-ce qu'on peut dire approximativement l'ampleur de l'investissement? Approximativement, je dirais que ça dépasse les 30 millions de dinars. Et mais c'est du cas par cas. Il y a M. Khennessi qui est présent, qui fait partie de l'éditeur, et il peut mentionner que les prix peuvent varier par rapport aux besoins et par rapport à l'acquisition des modules, parce qu'on n'a pas encore mentionné les modules, des modules à intégrer dans cette application. Donc, c'est là où le budget pourra changer du simple au double ou bien à la moitié du budget prononcé. J'inviterais peut-être soit M. Renissi ou encore peut-être Wael qui est là, s'il a des choses, s'ils ont des choses à ajouter par rapport au déroulement du projet. On a encore quelques minutes avant de passer la parole à M. Merettine, qui va nous parler des retombées. Hein? Est-ce que, Wael, tu as quelque chose à nous dire sur le rôle d'admin fonctionnel? Peut-être pour les participants, l'admin fonctionnel, on ne sait pas qu'est-ce que ça mange en hiver, là. Oui, bonjour à tous. Donc, pour l'implémentation du projet ou la préparation, je pense que Sofiane a bien défini les étapes. Et effectivement, l'admin fonctionnel, c'est comment… J'ai passé, je suis désolée, Wael, tu peux reprendre? Oui. Tu peux activer la caméra si tu veux. D'accord, une minute. Comme ça nous permet d'avoir un visuel sur nos intervenants. Je pense que c'est mieux comme ça. Oui. Comme j'ai déjà mentionné, donc Sofiane a bien déterminé les étapes qu'on a fait afin de prendre ce projet. Donc, l'admin fonctionnel, sa relation était beaucoup plus, c'est le premier contact entre le client et les utilisateurs RH
de la société. Donc, c'était l'interlocuteur et même au niveau de support, c'était le premier actionnaire ou le premier facteur pour le support. Par la Est-ce suite, qu'on peut dire qu'il est le gardien de l'application? oui, en d'autres termes, oui, c'est ça. Hein, parce que c'est important quand on a un outil comme ça qu'il y ait à l'interne. Hein, et c'est pour ça l'importance du poste. Et je crois que chez RedMed, vous êtes 2. On peut dire que tu es à temps plein sur cette application-là. Exactement. Exactement. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a d'autres choses. Est-ce que Bilal... Merci, Waïl. Avec plaisir. Est-ce que Bilal, tu as un petit mot à dire sur ce que Sofiane vient de présenter? Oui, donc bonjour tout le monde. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Bilal Knissi, le service Delivery Manager MIA au sein de Sopra HR. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, mais tu peux D'accord. aussi, si tu le veux, activer ta caméra. Bon, je suis en open space, donc. Ah, d'accord. D'accord. Pas de souci. Je m'en occupe de la partie delivery au sein de la région MIA. Donc, tout ce qui est gestion de projet, de la mise en place de HR Access et nos clients sur la région. Et j'ai eu donc la chance de travailler avec RedMed et Johan pour la mise en place donc, de HR Access chez RedMed. C'est une expérience très riche. Je pense que ça a été bénéfique pour tout le monde. Je mets aussi l'accent sur 3 grandes lignes sur ce projet. Donc, il y a primo donc la solution. Donc, c'est le choix donc du client par rapport à la solution et l'examination donc du marché. Mais à mon avis, ce qui est plus intéressant pour réussir un projet, donc c'est la gestion du projet et l'équipe projet. Donc, ce sont 2 volets très, très importants durant un projet parce que la solution, même si elle est très performante, si on ne sait pas la gérer avec des plannings, des objectifs communs, avec une équipe, une seule équipe en fait entre le client et le fournisseur, donc avec un seul objectif, c'est avec ces facteurs-là qu'on pourra réussir donc une mise en place d'une nouvelle solution, que ce soit sur l'arrache ou bien autre domaine. Donc, je tiens donc à remercier en fait l'implication et la disponibilité de toutes les équipes RedMed, que ce soit de la partie RH, conseil, SI et le top management, parce que ça n'a pas été aussi facile de mettre en place une transformation globale du système d'information de ressources humaines jeudi. Et Sofiane, c'était pas 7 mois, c'était des nuits blanches. Mais le plus important, donc le résultat, quand on voit le résultat, on est satisfait. Après, donc, il y a aussi pas mal de choses à encore faire pour faire évoluer donc, la solution en fonction donc, du rythme du client, bien sûr, mais Ouais. on essaiera toujours d'avancer dans les bonnes conditions. Bien, merci Bilal pour effectivement mettre l'accent. Comme à l'habitude, tu nous devances un petit peu. On entre dans les facteurs succès, mais qui sont importants. Et là-dessus, pour ma part, et probablement que M. Mereptine et M. Bouchinac seront d'accord avec moi, dans les facteurs, et Sofiane l'a bien expliqué, et tu as mis l'accent là-dessus, Bilal, il ne suffit pas la solution. Mais l'équipe est là-dessus, Sopra, HR Sopra de Tunisie. S'il a été retenu dans l'appel d'offres et dans l'analyse de l'équipe de direction, il y a un facteur qui jouait et sur lequel je pense Sopra a été au rendez-vous, c'était
le service et l'accompagnement de l'intégrateur. Et ça, on aura beau, encore une fois, et ça fait partie des composantes de l'équipe, on a dit l'intégrateur qui était choisi devait être au rendez-vous. Et je pense là-dessus, on peut dire que merci à Sopra qui a été au rendez-vous à toutes les étapes. Sur ce, je vais laisser continuer M. Meretine sur les retombées positives de cet outil majeur et les difficultés qui ont été rencontrées, parce que ça fait partie de tout projet informatique. Bonjour tout le monde. Si vous permettez, je voulais intervenir sur l'intervention de M. Wael concernant son rôle. Il était l'interprète sur le plan réglementaire, réglementation RH, par rapport à la partie technique avec le fournisseur Sopra. C'était le traducteur. Comme tout projet, il y a les points positifs et les retombées et les difficultés rencontrées. Donc, les points positifs, c'est l'extraction des indicateurs des performances, les décisions stratégiques, la fluidité d'accès à l'information et la période de garantie de 3 mois minimum. Ça, c'est les points positifs. Par contre, les difficultés rencontrées, c'est la disponibilité des équipes, la préparation des équipes au changement, retranscrire les procédures, la rétention de l'information. C'est les points des difficultés rencontrées lors du projet. Sofiane, si on revient avant les exemples, quand tu nous parles de préparation des équipes au changement, elle était où la difficulté là-dessus? Est-ce que c'est parce qu'il y avait un trop grand écart entre la situation actuelle et celle visée ou... En fait, l'équipe a pris l'habitude pendant plusieurs années sur un système. Le changement sur le système manuel, ils ont pris l'habitude de faire des calculs sur Excel, le pointage notamment. Donc, la résistance au changement, lorsqu'on prend un logiciel ou des performances et tout, donc c'est ça la difficulté qu'on a rencontrée, on l'a observé gravement. OK. On a une question ici qui nous dit une garantie de quoi? Quand tu parles de 3 mois minimum dans les retombées positives, pour le bénéfice de nos participants, on fait référence à quel type de garantie? La garantie avec l'intégrateur, après la mise en production, c'est tout changement qui devra se faire sur cette application n'est pas, on va dire, n'est pas facturé, et aussi la sécurité de la fiabilité du système. Parce que quand on a lancé la mise en production, on a gardé, c'est une décision stratégique de l'entreprise, de garder minimum 1 à 2 payes en parallèle afin de sécuriser l'information et de voir la fiabilité de cette information. Chose qui devra se faire, bien sûr, au niveau de la recette. Mais nous, même au niveau de la production, on voulait être sûr que cette information soit exacte sur les deux systèmes. L'historique et le nouveau système. Et aussi, il y a 2 autres interventions et après, on va continuer sur les exemples. Quand on parle des besoins RH, là, on fait référence au type d'information, hein, n'est-ce pas? Tout à fait. Tu peux nommer le type d'information que, quand on parle des modules RH, peut-être pour certains qui sont en réflexion ou peu familiers avec ce type de projet-là, on peut en énumérer quelques-uns. Tout ce qui est GA, la gestion administrative, la paye, le module de la formation, le module du recrutement, et la gestion de temps et activité, la GTA. Oui.
Donc, quand on parle de l'organisation du travail, les cédules de travail, et on pourrait développer le sujet encore pour une autre heure ou peut-être qu'on fera un webinaire, un numéro 2 s'il y a la demande et les gens. Absolument. Il y a aussi M. Sally qui nous dit, est-ce qu'il y avait des formations planifiées sur la résistance du changement avant et durant l'implantation? Je dirais oui, la formation était planifiée, fonctionnelle et technique. Et pendant les ateliers, justement, on était en train de former aussi le personnel pour qu'il puisse s'adapter au système avant même l'arrivée à la phase recette, pour qu'ils puissent nous aider sur la phase recette, parce que c'est la responsabilité, c'est la première responsabilité du gestionnaire RH pour répondre et valider que le paramétrage et le développement a été bien lancé et bien intégré par l'intégrateur. Il y a aussi Mme Slawaska, et on va y revenir, Lynn, qui nous parle de les fonctionnalités de l'intelligence artificielle et qui nous parle aussi des KPIs sur lesquels on va revenir. Il y a Wael aussi qui nous rappelle dans les modules qu'on a travaillé avec la gestion des talents, hein, et qu'on peut-être Redmed dans un futur pourra nous parler de la mise en place des process RH automatisés, hein, parce qu'on est en phase évolutive aussi. Donc, je laisse Sofiane Méreptine poursuivre. Donc, le système nous permettra de faire des reportings. Donc, je vous donne quelques exemples à titre indicatif de reporting, tels que documents de fusion, donc tout ce qui est contrat, attestation de travail, compte titre de congé et avenant, les états légaux, tout ce qui est DAS, CACOBAT, 301 bis et les ATS, etc. Et pour les rapports, tout ce qui est balance comptable, journal de paye détaillé annuel, les récaps de paye, liste des salariés actifs, état de sortie pour les virements. Donc, tout ça comme exemple. Si je peux intervenir aussi, dans ces rapports, il y a une partie standard propre à l'application. Il y a une partie aussi personnalisable qu'on peut rajouter à la demande du client pour ces outputs qui sont à partir de cette application. Donc, même au niveau du rapport, on peut personnaliser l'information ou le champ nécessaire à extraire avec toutes les données. Et tout ça est en lien aussi avec ce qu'on a dit au début, hein, de diminuer le temps aux tâches administratives, hein, parce qu'on a automatisé, hein, l'extraction de données, les choses qui faisaient qu'ils pouvaient être plus lourdes pour les utilisateurs. Avec l'application, c'est devenu moins lourd, moins de temps à passer sur ces tâches ou à construire un contrat de travail ou encore à remettre une attestation, les documents qui sont très courants dans la gestion administrative des ressources humaines. Les KPIs, les fameux KPIs. Alors, je vous donne des exemples sur les listes des indicateurs de performance, tels que la répartition de l'effectif global par société et par client, mouvement d'entrée et sortie, nombre de types de contrats par catégorie socio-professionnelle, répartition de la population par sexe et par catégorie socio-professionnelle, répartition de la population par régime de travail. Ça, c'est des exemples, par exemple, des indicateurs de performance. Qui peuvent être mensuels, trimestriels, annuels, selon la fréquence. Selon le monde, oui. On peut dire qu'au niveau de ces indicateurs-là, et on pourrait développer un seul webinaire sur les tableaux de bord et tout. Puis là, on va voir d'autres exemples qui sont un petit peu plus en comparatif, où on va dire des taux sur lesquels on va avoir des pourcentages. Parce que quand on parle des répartitions, on est encore sur le portrait de la main-d'œuvre. Mais on n'est pas encore sur vraiment ce qu'on appelle dans le jargon des KPIs nord-américains, on va dire,
les pourcentages d'évolution ou autres. Je te laisse continuer avec la masse salariale. Vas-y, je peux continuer sur les exemples. Donc, tout ce qui est, je termine par les exemples, l'évolution de la masse salariale et de l'effectif, l'évolution de la masse salariale, par exemple 2019 versus 2020, répartition de la masse salariale par mois, les locaux et expatriés, solde des congés, le reliquat, répartition de la masse salariale 2020, les indicateurs de performance ressources humaines paye de base par société ou par business unit et par fonction support. Ce sont vraiment des éléments qui sont discutés avec la direction et sur lesquels il y a des prises de décision régulières. Hein? Il y en a d'autres, bien sûr, ou personnalisables selon la demande du management, comme mentionné. Et ça, c'est les points les plus fréquents mensuellement, on les utilise. Donc, quelques trucs et astuces pour nos participants. Puis après ça, je vais ouvrir les caméras pour tout le monde. Et on peut anticiper, en tout cas, si les gens sont disponibles, 10 minutes supplémentaires, on prolongera un petit peu notre webinaire. En fait, entre trucs et astuces, il y a 3 points que je veux le soulever. C'est construire une équipe décisionnelle de projets réactive en mode mixte, interne et externe, prioriser les modules à intégrer, fixer les objectifs dans les ateliers ou métiers afin d'avoir un avancement efficace. Pour un petit peu argumenter le premier point qui est construire une équipe mixte, c'est d'avoir l'équipe, c'est selon les organisations, mais nous, on a eu l'expérience d'avoir Madame Saint-Ange comme directrice de projet en tant que meneur et aussi Monsieur Khennessi, le meneur vis-à-vis de Sopra, où il fallait avoir, on va dire, avoir ces personnes-là pour une prise de décision rapide. Et en interne, il fallait quelqu'un qui représentait la société et qui devait aussi défendre on va dire, le bénéfice de RedMed. Et je mentionnerai les admins fonctionnels là-dessus. La priorisation des modules était très importante. C'est par rapport à l'urgence et aux besoins de la société. Donc, nous, dans notre expérience, on avait commencé avec la gestion administrative et la paye qu'on devait organiser et mettre des procédures derrière. Par la suite, on est passé, bien sûr, vers d'autres modules. Fixer les objectifs, c'est ce qu'on a vécu. Quand on faisait un atelier, les premiers ateliers, on va dire, étaient plutôt un échec parce que les gens se lassaient, il y avait une rétention, les premières séances. Donc, par la suite, on devait voir les réactions du personnel et on commençait à fixer des objectifs. On est arrivé à fixer des objectifs par demi-journée. Donc, imaginez, pour avoir un avancement efficace et, on va dire, pousser les gens à répondre aux besoins et d'avancer sur l'intégration. On va aller un petit peu plus rondement, 2-3 minutes pour finaliser, Sofiane, si tu veux, parce que là, les participants vraiment ont le goût de prendre la parole. J'ai ouvert les caméras, on garde les micros fermés, mais je vais devoir passer la parole à quelques-uns des participants. Donc, si on continue avec les trucs et astuces, et après ça, on va laisser la parole à Mme Lynn, M. Moued et Aboubakir. Aboubi. Ton micro, Sofiane? La persévérance, je pensais que tu allais argumenter cette partie. Non, je vous laisse.
Donc oui, c'est avec la persévérance, c'est-à-dire on peut réussir une livraison dans les délais. D'ailleurs, je vous raconte une anecdote. Moi-même et le chef de projet de Sopra, Bilal, je ne sais pas s'il se rappelle, euh, aux dernières minutes, on va dire, arrivé à échéance, on est parti ensemble à la DG pour, on va dire, lever le drapeau, pour dire, écoutez, on est peut-être hésitant, on ne peut pas livrer dans les délais. Et c'était vraiment strict de la part du management pour dire, nous, vous avez communiqué un délai et on attend une livraison comme prévu. Donc, il faudra répondre, même s'il faudra qu'on vous augmente les ressources ou les moyens pour réussir cette implémentation. Donc, la direction n'a pas reculé et c'était bénéfique pour tout le monde et on est arrivé à une livraison qu'on a bien sûr fini 1 mois ou 2 mois après avec des options qu'on a rajoutées par la suite. Donc, d'où les nuits blanches, hein? 3 semaines. Avec Des quelques nuits nuits blanches. blanches, je ne voulais pas mentionner pour ne pas faire peur, mais, mais oui, on a fait quelques nuits blanches avec toute l'équipe. Et l'équipe, bien sûr, qui est en photo, donc c'est les participants qui ont investi sur ce projet-là pour avoir une vraie réussite. On peut dire que c'est le noyau dur, hein, parce que la photo aurait pu être encore plus grande, la photo de famille du projet. Exact. Il y a eu d'autres personnes que peut-être on ne voit pas, mais là, c'est comme une partie du noyau dur qui a été vraiment impliquée. Et RedMed n'a pas hésité à investir sur ses ressources pour le développement, les formations, etc. Sinon, on n'aurait pas été en mesure de livrer. Autre astuce et truc, se référer à la réglementation algérienne pour l'édition des procédures et de l'expérience des sociétés qui ont déjà implanté ce type de solution. Donc, c'est très important d'interpréter la réglementation en vigueur algérienne pour mettre en œuvre sur le plan technique sur système. Nous, on n'a pas eu l'occasion d'avoir des webinaires algériens par rapport à cette intégration, mais on a eu l'occasion de visiter les clients de Sopra pour voir déjà l'intégration qui était en place et de demander quelles sont les problématiques, quelles sont leurs expériences, est-ce qu'on peut demander de l'aide ou autre. Donc oui, on a eu des images chez d'autres sociétés par rapport à cette solution. Donc, on prend 5 minutes juste avant la conclusion. Il y a Mme Lynn. Est-ce que vous voulez prendre le micro avec ou sans, qui nous parle un peu d'intégrer les fonctionnalités d'intelligence artificielle? Je pense que à ce jour, ça n'a probablement pas été encore intégré, mais l'équipe RedMed peut parler peut-être de processus. Vous êtes avec nous, Mme Slavoska? Oui, tout à fait. Donc, oui, bonjour à tout le monde. Donc, c'est ça, une de mes 2 questions était si vous avez, dans la conception de l'outil, peut-être à la conception même de la mise en place de l'application, ou peut-être c'est voulu que vous allez vous attarder à cette question ou ce volet-là dans le futur, je ne sais pas. Mais est-ce que vous avez pensé un petit peu à comment vous pouvez intégrer des modules ou des fonctionnalités, si on veut, de l'intelligence artificielle dans votre solution que vous avez implantée ou dans votre système? Alors, donc, quand je parle, exemple, d'intelligence artificielle, on peut penser à, exemple, avoir des modules prévisionnels qui nous permettent de calculer, dans le fond, d'avoir une idée par rapport au succès des embauches, par rapport à c'est quoi le profil, à quel moment on parle nos employés, le profil de rétention, toutes ces choses-là, plus en mode de prédiction, si on veut. Est-ce que vous y avez songé un petit peu ou c'est pas sur dans le fond, c'est pas sur la mire présentement?
en quelques secondes, M. Bouchnac, et peut-être ça sera une question où on parlera plus de l'intégration de l'intelligence artificielle dans la fonction, dans le management. Sofiane, tu peux… Oui, oui, merci. À ce niveau-là, je dirais que nous avons automatisé les process d'un département ou d'une direction ressources humaines parce qu'il fallait commencer de base. Donc, il fallait déjà retranscrire les procédures, identifier et voir quel est voir avec, c'est-à-dire se référer toujours à la réglementation avec cette automatisation. Et l'Internet of Things, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, nous avons commencé à développer, parce qu'il faut changer les cultures aussi. On est en Algérie, donc nous avons opté pour un self-service initialement, c'est-à-dire demander des fiches de paye, demander sans passer par l'expert RH au bureau à partir de son portail électronique. On a essayé de faire le self-service et on a poussé même vers des applications mobiles pour accéder à l'entreprise. Donc tout ça rentre dans l'automatisation, bien sûr, mais l'intelligence artificielle, au jour d'aujourd'hui, on n'en est pas arrivé à automatiser les calculs de paye, par exemple, ou autres, parce qu'il y a plusieurs paramètres qui peuvent changer chaque mois par rapport au personnel. Merci. Mais ça viendra sûrement. C'est dans un futur pas très loin. Surtout que les gens y travaillent et maintenant qu'ils ont l'outil. L'outil va leur permettre d'automatiser des process et d'intégrer éventuellement des calculs. Ça, c'est la partie technique. Il y a M. Mouhed qui nous parle, et là, c'est peut-être M. Mereptine. Je vous laisse, M. Mouhed, si vous voulez prendre le micro. Posez votre question sur les différents contrats. C'est une question un petit peu plus technique. Il nous demande s'il y a plusieurs contrats pour une seule personne et est-ce qu'il gère les accès des prévisions budgétaires? Monsieur Mereptine, vous êtes en mesure de répondre ou vous voulez que je reprenne la question? Oui, s'il vous plaît. Donc, la question de M. Mouhed est de savoir, est-ce que le système actuel permet de gérer différents contrats pour la même personne? Et aussi, est-ce que ça permet d'avoir accès à des prévisions budgétaires? Si on regarde, exemple, la masse salariale, qui est un des éléments budgétaires importants. Voilà, en fait, si je peux rajouter sur ce que vient de dire Madame, c'est que on fait face actuellement, comme toutes les entreprises situées sur le sud, à des mouvements de personnel et qui sont amenés à avoir plusieurs contrats. Et là, si cet ERP ou ce module-là permet de retracer tous les contrats et à un moment donné avoir une petite liste, une short list qu'on peut synthétiser, ça serait bien. Je voudrais savoir sur ce point-là. Après, est-ce que je ne sais pas, je pense que c'est une solution générale dans le sens où est-ce qu'on peut donner des accès est-ce qu'il y a une gestion des accès et pour tout ce qui est prévision de budget, est-ce que votre choix a été construit sur ce point-là? Voilà. Merci. Je laisse la parole à Redmed. Au fait, je confirme que notre système prend en charge plusieurs contrats et plusieurs accès, à savoir tout ce qui est en parallèle, bien sûr, ressources humaines, la comptabilité, la gestion, le contrôle de gestion, les budgets, les finances. Et notre système, on peut gérer les accès, il n'y a pas de souci. Je peux laisser Sofiane Bouchnac sur le plan technique vous expliquer le processus. En fait, nous avons l'avantage de cette solution, c'est que nous avons décentralisé l'accès à l'information. C'est-à-dire aujourd'hui, une personne qui est externe à l'entreprise
bien sûr, elle fait partie soit des départements qui vient de mentionner mon collègue, parce que tout ce monde-là, aujourd'hui, se connecte à cette application pour avoir sa propre information, comme par exemple le trésorier pour les états de paye, la comptabilité pour l'injection sur son ERP, SAP pour qu'il puisse faire passer les écritures comptables, et le contrôle de gestion qui fait l'analyse budgétaire à travers des payes théoriques. Parce que ces payes théoriques ne doivent pas avoir des absences ou des paramètres qui faussent un petit peu le calcul budgétaire. Donc, on lance un calcul de paye théorique pour avoir des salaires contractuels et des provisions budgétaires pour avoir des chiffres, bien sûr. Donc, oui, les prévisions. D'ailleurs, je mentionne qu'on est passé par une période de Covid-19 où on avait le télétravail, où il fallait intervenir il fallait prévoir ce budget et sortir avec une stratégie derrière. Donc, nous, dans notre expérience sur la partie Covid-19, nous n'avons pas arrêté, nous n'avons pas mis fin au contrat du personnel, mais on a trouvé des astuces de mettre en congé, un congé partiel, un télétravail. Et ceci, avec tout ce monde-là et tous ces départements, nous avons réussi à résister en quelque sorte jusqu'au jour d'aujourd'hui. Merci, Sofiane. J'ajouterai un petit point, c'est que l'application, elle est vraiment multi-utilisateur. Et aujourd'hui, on peut calculer, si ma mémoire est bonne, autour d'une 60aine de personnes qui ont accès à l'application. Différents sites au niveau d'Alger, au niveau de Hassi Saoud, et au niveau d'Adrar et au niveau de Montréal, si j'ose dire. Tout à fait. Aujourd'hui, on gère les accès. Personne ne touche au périmètre de l'autre, sauf les admins fonctionnels qui ont l'administrateur global pour le support. Mais si on donne, par exemple, au comptable seulement les rapports, il ne pourra pas accéder au dossier personnel ou à la paye ou autre. Pareil pour le gestionnaire d'administration. S'il ne fait pas la paye, il gère que les entrées-sorties, les absences et bien sûr les documents de fusion qu'on appelle dans notre jargon, les attestations de travail ou autres. Donc, les accès sont vraiment programmés en fonction des responsabilités de chacun, mais à tous les niveaux de la hiérarchie, en commençant par le top management, les directeurs, les chefs de service, les managers et les utilisateurs, et jusqu'à l'employé quand on parle de libre-service. Une dernière, parce que là, normalement, on déborde un petit peu de notre temps, mais c'est intéressant pour les participants et ceux qui se sont joints à nous. Une dernière petite intervention de M. Sali qui nous revient avec les KPIs et une analyse, on va dire, post-mortem du projet. Mais on est encore dans le projet évolutif, mais on peut dire que la première partie, elle est passée. Donc, Abou, je te laisse la parole, puis ça va être la dernière intervention qu'on va prendre avant de conclure ce webinaire. Merci, Joanne. Rebonjour tout le monde. Bonjour à celles et ceux qui nous ont rejoints. Rapidement, moi, c'est beaucoup plus mon métier de qualiticien qui m'amène à partager avec vous un petit commentaire qui pourra ouvrir un débat, peut-être pas maintenant parce qu'on n'aura pas le temps, mais plus tard. Tout à l'heure, quand j'ai entendu des indicateurs de performance qui ont été énumérés, selon ma compréhension de qualiticien, je les mettrais beaucoup plus proches de données de projet que d'indicateurs de performance clés. Parce que comme leur nom l'indique, les KPIs, Key Performance Indicators, ça veut dire que ce sont des performances clés sur lesquelles les managers s'appuient pour statuer sur la santé ou l'efficacité du processus. Il n'y a pas de théorie là-dessus, mais généralement, la pratique, l'expérience, le vécu font que généralement, on se limite entre 1 et maximum 3 KPIs par processus. Ça, c'est mon commentaire. Ma deuxième question concerne l'analyse post-mortem, c'est-à-dire c'est en projection. Est-ce que vous avez pensé, une fois que le projet est complètement
en exploitation, lancer une sorte de sondage formel pour capturer et conserver le feedback de toutes ce qu'on appelle communément les parties prenantes, les parties intéressées, incluant les utilisateurs, les managers, l'intégrateur. Merci. Merci, Abou. Je te rejoins par rapport aux KPIs. On pourrait y revenir parce que c'est très important, cette notion-là. Et je vais voir l'analyse post-mortem de RedMed. Je dirais, pour y répondre, en termes d'enquête de satisfaction, aujourd'hui, on demande à l'utilisateur de travailler en extra du système avec Excel. Il nous dit non, moi je me réfère au système. Chose qui n'était pas possible avant. Avant, on leur disait il faudra utiliser le système. Ils nous disaient non, moi si je ne travaille pas avec l'Excel parce que je suis sûr de mon information, je ne pourrai pas aller au-delà. Donc les rôles se sont inversés et je pense qu'on a réussi notre projet là-dessus. C'est à comptabiliser dans la catégorie des acquis, alors. Exactement. Exactement. Et aujourd'hui, on a le DFC qui est derrière par rapport à la gestion de la trésorerie. Exemple, on nous demande, à titre indicatif, je vous mentionne ça, on nous demande des tranches de salaire pour des états de paiement. Aujourd'hui, si la capacité n'est pas présente au jour J, on nous demande de diviser, par exemple, les moins de 100 000 dinars, les entre 100 000 et 200 000 dinars, avec des étapes de paiement pour payer. Donc, le salaire ne sera pas versé pour l'ensemble de la société au même moment. Il faut savoir qu'on n'a pas intégré une seule société dans cette solution. Par contre, 18 sociétés qui ont été intégrées en parallèle dans le même projet. Chose qui est très importante qu'on n'a pas mentionnée, je me permets de rajouter, Joanne, excuse-moi, c'est la reprise des données. Il ne faudra pas mélanger. La reprise des données, c'est un projet à part, c'est un grand projet qu'il faudra prévoir pour une reprise efficace. C'est clair que nous avons l'historique, mais il faudra formater, il faudra préparer pour une injection et il faudra savoir quelle information reprendre sur l'application parce que c'est vraiment difficile de tout reprendre sur la nouvelle application. Donc, si vous avez tout est numérisé, peut-être que ça va faciliter, mais si vous avez que du hard, vous aurez besoin des soldats pour numériser tout ça et formater l'information à injecter sur le nouveau système. Merci, Sofiane. Je m'en voudrais même si on prend 5 minutes de plus parce que, en tout cas, je suis très, très contente d'entendre l'évaluation où les utilisateurs disent aujourd'hui, on prend l'application et on a laissé tomber les fichiers manuels qui étaient, on travaille encore avec du Excel, mais à travers la base de données qui a été constituée. Ça, pour moi, c'est vraiment un pari gagné. Et je laisserai 30 secondes à M. Saed, qui est manager, et M. Slimani, qui est manager aussi. Juste pour vous, l'application ou le projet, il vous a apporté des retombées ou pas encore? Bonjour. C'est M. Saed. Bonjour, oui. Fethi. Oui, bonjour. Donc, moi, je pourrais dire que c'est quelque chose qui a énormément facilité les choses, surtout que par rapport à une petite expérience, la filiale dont je gère sur 2 sites différents, Alger et Hassimi Saoud. À Hassimi Saoud, j'ai un personnel qui a été transféré d'une autre filiale qui, grâce à cet outil-là, nous permet de suivre toutes les activités de ces personnes-là. Moi, ça a été une expérience très, très positive en termes de gestion de temps et gestion du personnel. Tout a été positif pour ma part. Merci, Fethi. Donc, tu fais ressortir la composante multi-utilisateur. Donc, toi-même, comme gestionnaire d'équipe, tu as accès aux données. Absolument.
que ton équipe, elle est déjà répartie sur 2 sites. C'est déjà beaucoup, là. Absolument, absolument. Et on est avec des données en temps réel et En qui temps sont mises réel. à jour à temps réel aussi. Hein? On C'est n'est ça. pas à C'est ça. attendre dans une semaine pour voir si le dossier est sur le système, là. Absolument. D'habitude, on prenait beaucoup de temps. Ça prenait les fins du mois au minimum pour faire toute la récap des présences, des mouvements, système de congé, système de rotation. Mais là, depuis l'implémentation, tout se fait au temps T. On n'a plus besoin d'être stressé hein, à chaque fin du mois. Merci, Fethi. Bienvenue. Riyad, en quelques mots, M. Slimani, vous qui avez Bonjour, participé dans l'équipe Noyau aussi, hein, depuis le début. Oui. Bonjour Joanne, bonjour à tous. Je remercie tout le monde d'avoir organisé ce webinaire qui est le premier pour nous, pour relier cette expérience et en tirer bénéfice. Et même pour nous, ça nous permet de se rappeler un peu du début du challenge qui était pas évident, mais on l'a tous pris. Et je tenais à remercier Joanne et son implication vraiment à toute épreuve qui nous a permis justement de sortir des états Excel et du manuel vers l'automatisation de la gestion RH, paye, finance, etc. et tout ce qui engendre comme résultat, hein, qui est à présent vraiment palpable de la part de la direction générale et des actionnaires même, qui sont là férus des rapports pour pouvoir prendre des décisions stratégiques. Donc voilà, donc je voulais remercier tout le monde, je voulais remercier Bilal et son équipe avec lesquels on a vraiment participé et on a essayé de les accompagner. On les a malmenés parfois, ils nous ont supportés. Et voilà, donc voilà, en tant que manager d'une BU qui s'appelle, bon, on va donner quelques informations pour donner un exemple de l'importance de ce qu'on fait actuellement avec HR Access. On a des clients, moi personnellement, je gère plus de 600 personnes affectées chez plusieurs projets et dont une vingtaine de clients. Et donc parfois, j'ai un client qui ne paye pas très bien, je suis capable de suspendre la paye de ce personnel. C'est pour ça que l'expérience RedMed est très spéciale et inédite, j'imagine même avec HR Sopra, je ne sais pas si Bilal le confirme. Le cas RedMed est assez spécial vu qu'on a une vingtaine de sociétés dans le groupe avec une multitude de services, ce qui génère beaucoup de travail derrière, etc. Donc là, personnellement, moi, je n'hésite pas à aller chercher donc, des nouveautés, au jour J, je peux savoir qui est rentré, qui est sorti de mon personnel et avec le responsable qui gère donc, cette population, le spécialiste RH, avec l'aide de Wael, on peut en quelques heures prendre des décisions très rapidement et ça, c'est vraiment pas rien. Merci, Riyad. Donc, on peut dire en gros, ce que tu partages aujourd'hui, c'est que cet outil-là fait partie de ton quotidien, là. Oui, on l'utilise assez souvent. Même si moi, parfois, je n'ai pas le temps de le faire, il y a Khaled qui est toujours derrière et qui travaille dessus. Il m'envoie des états excellent. Rapidement. Donc, rapidement, oui. Donc, il y a Aziz, tu voulais faire une intervention ou Oui. on va clôturer? Oui, tout à fait. 30 Alors, secondes? bonjour tout le monde. C'est que, premièrement, c'est extraordinaire ce que vous avez fait, Joanne, avec ton équipe. Maintenant, j'ai compris pourquoi tu t'es très investi, imprégné. À chaque fois, je te rencontre donc à Alger, au Oran, et tu me dis, je suis très impliqué dans ce dossier-là. Maintenant, je vois les résultats. Et je crois aussi que c'est un cas d'école. Je crois, à mon avis, c'est un cas d'école pour les entreprises, que ce soit algériennes ou autres, parce que souvent, on fait des expériences extraordinaires, mais on les valorise pas. Et donc, je crois que c'est un cas d'école qui peut être aussi un cas d'école pour l'université. On ne sait jamais, donc il faut réfléchir à l'écrire, que ça devient un cas d'école qui sera diffusé dans les universités et même pour les entreprises de s'imprégner de ces modèles-là. Pourquoi pas? À publier. Bien, en tout cas, pour le bénéfice des participants, il y aura dans quelques jours le vidéo du webinaire qui sera publié
sur YouTube, donc est accessible et que vous pourrez relayer et partager avec les gens. Là-dessus, Aziz, je te remercie beaucoup. Puis, je vais clôturer en remerciant d'abord nos deux invités, M. Bouchnac et M. Meretine, pour avoir généreusement partagé cette expérience-là. Et je pense qu'à travers les commentaires et les questions, il y a matière encore à développer parce que les gens vont avoir la curiosité et de savoir un peu comment ça se passe. Et peut-être on reviendra dans quelques temps sur l'évolution du système. Maintenant qu'il est en place, maintenant qu'il est utilisé, qu'il a fait ses preuves, comment on le fait évoluer, hein, parce qu'on sait que ça ne reste pas comme ça. Merci à tous les participants d'avoir été présents et pour votre patience, même si on a allongé un petit peu la durée. C'est la première fois qu'on déborde l'heure, mais j'ai pris la responsabilité de prolonger cette conversation qui était, à mon avis, très intéressante et bénéfique, et même moi qui me remets dans le projet. Donc, on peut conclure sur l'engagement des personnes qui ont été impliquées à tous les niveaux, les compétences présentes et la formation. Hein, je le redis et je le répète souvent. Vous ne mettrez jamais assez de formation ou d'ateliers. Ça fait partie de ce qu'on va dire la recette ou la saveur ou l'appropriation est le mot plus juste, hein, de l'organisation et de toutes les parties. Puis bien sûr, la vision, le soutien de la direction de RedMed qui a été là tout au long, impliqué dans le projet au quotidien. Donc, un bonjour de nos invités. J'espère que vous avez apprécié votre participation. Merci à vous tous et ce sera toujours avec plaisir de partager nos expériences et voilà. Les gens peuvent nous contacter par email, ils peuvent aller sur LinkedIn aussi pour se connecter ou adresser des questions. Donc, bonne continuation à tous. Et sur un contexte de COVID, on dit restez en santé. Et on dit à une prochaine. À très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Merci tout le monde. Au revoir. Merci.